Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, on se retrouve avec un Fear and Greed Index qui tire littéralement la tronche, à vaincre dans l'extrême peur, histoire de bien débuter le week-end. Bon, au pire, ça sera une raison de plus de boire l'apéro, et apparemment, on ne serait pas les seuls à avoir besoin d'un verre. Quand on voit le CEO de Chainlink qui se bat devant un McDo, c'est bien le bear market. Et pour finir, le market order flow, en recherche d'achat à 17h que j'enregistre. Je vous rappelle que celui-ci fluctue toute la journée. Bon, je vais pas vous laisser avec ces chiffres en tête, je vous invite à vous pencher plutôt sur les chiffres que CryptoJohn met en avant dans sa vidéo du jour. Je te conseille vivement d'aller la voir si tu veux être incollable sur Bitcoin, à l'apéro par exemple. Et oui, il n'est jamais bien loin. Je parle de Bitcoin, évidemment. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve demain pour le dernier Zap de la semaine. Bonne vidéo à tous, c'était Zap Crypto. PS, merci à tous pour vos commentaires, vos likes jour après jour. Je vous kiffe. On commence tout de suite avec le premier chiffre étonnant à propos de Bitcoin, c'est le chiffre 20 999 999,9769. Alors que signifie ce chiffre qui se rapproche étrangement de 21 millions? Eh bien j'ai découvert récemment qu'il n'existera en fait jamais 21 millions de Bitcoin. Quand on regarde le code du logiciel Bitcoin, on réalise que la limite des 21 millions de Bitcoin n'est pas spécifiquement écrite dans le code, mais que c'est plutôt une conséquence des formules mathématiques qui sont définies dans l'algorithme lui-même. Concrètement, on peut calculer le nombre total des unités de Bitcoin avec la formule mathématique suivante. La somme de n égale 0 à 32 de 210 000 multiplié par 50 divisé par 2 exposant n. Alors si ce que je viens de vous dire a ressemblé à du chinois, ne vous inquiétez pas. En fait, cette formule s'explique assez facilement. La partie de gauche signifie que la création des unités de Bitcoin va passer au fil du temps par 33 époques différentes. L'époque est représentée par la lettre n qui varie de n égale 0 à n égale 32 au fil du temps, ce qui correspond bien à un total de 33 époques différentes. Ensuite, la partie du milieu signifie que pour chacune de ces époques, il y aura systématiquement 210 000 blocs de transactions. Et la partie à droite signifie que pour chacun de ces blocs, il y aura une quantité spécifique de nouveaux bitcoins qui seront créés et qui seront donnés comme subvention, comme récompense au mineur qui aura miné le bloc. Et donc cette subvention, elle est calculée avec la formule 50 divisé par 2 exposant n, où n, je le rappelle, représente l'époque et donc est incrémentée à chaque passage à une nouvelle époque. Donc pendant la première époque, par exemple, la subvention était de 50 divisé par 2 exposant 0, c'est-à-dire 50 BTC, puis elle est divisée par 2 à chaque fois qu'on passe à une époque suivante. C'est ce qu'on appelle communément le halving, qui se produit environ tous les 4 ans, ou plutôt tous les 210 000 blocs. Par exemple, aujourd'hui, on est dans la 4e époque de Bitcoin, c'est-à-dire qu'on est à n égale 3 dans la formule, puisque je rappelle que n a commencé à n égale 0. Donc la subvention pour chaque bloc est aujourd'hui de 50 divisé par 2 exposant 3, c'est-à-dire 50 divisé par 8, c'est-à-dire 6,25 BTC par bloc. Quand on arrivera à la dernière époque, c'est-à-dire la 33e époque, alors la subvention pour un bloc sera égale à 50 divisé par 2 exposant 32, c'est-à-dire 0,01 millionième de BTC, c'est-à-dire 1 Satoshi. Et enfin, après la fin de la 33e époque, il est prévu dans le code de Bitcoin qu'il n'y aura tout simplement plus de subvention. Donc si on fait la somme de ces 33 époques, alors cette formule nous amène à un total d'unités de Bitcoin égal à 20 999 999,9769 BTC. Donc en gros, on arrivera extrêmement proche des fameux 21 millions de BTC, mais on n'arrivera jamais à 21 millions de BTC puisque la formule s'arrête juste avant. Tout d'abord, et il faut le rappeler, tout dans la vie présente un certain degré de risque, et l'investissement n'y fait sûrement pas exception. Bien au contraire, lorsque quelqu'un vous dit qu'un placement est sans risque, ne le croyez surtout pas, et tout particulièrement si c'est une banque, l'État ou le lapin de Pâques. Posséder des actions, des métaux précieux, de l'immobilier ou du cash, comme des euros, des dollars ou du yuan, comporte des risques. Tout ce que vous pouvez mettre en face d'un risque, au bout du compte, c'est une garantie qui collectivise le risque, et même là, vous n'êtes pas sorti d'affaire. Concernant vos euros à la banque, par exemple, ils sont garantis jusqu'à 100 000 € en cas de faillite de votre banque par un fonds de garantie des dépôts et de résolution, le FGDR. Le problème, c'est que ce fonds de garantie n'a qu'environ 5 milliards d'euros en poche, ce qui est largement insuffisant pour couvrir une quelconque faillite bancaire sur une banque de premier rang. N'oubliez pas qu'un simple Kerviel, du nom du trader qui a fait perdre beaucoup de sous à la Société Générale, c'était déjà 5 milliards d'euros.
Donc pour toutes les personnes qui ont des euros dans une banque qui a pignon sur rue et qui pensent qu'il est strictement impossible que cet argent se volatilise, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Je ne dis pas que c'est probable, je dis juste que c'est possible et qu'il faut avoir conscience de ces risques. Au Liban par exemple, ces risques théoriques lointains sont devenus très concrets récemment. Des personnes tout à fait ordinaires en sont à braquer des banques pour simplement récupérer leur propre argent. Voilà, les bases sont posées, il faut abandonner toute illusion de sécurité absolue. Par contre, ce que vous pouvez faire, et ce que vous devez faire plutôt, c'est d'identifier les risques, évaluer leurs probabilités et chercher à les rendre les plus indépendants des uns des autres. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune corrélation et aucun lien de causalité entre eux. La stratégie est similaire lorsqu'on choisit des stablecoins. Le but du jeu est d'identifier les plus intéressants et ensuite de chercher ceux avec des risques différents, décorrélés. Est-ce que la chute de l'un entraîne la chute des autres ? Alors commençons la tournée par le plus connu des stablecoins, l'USDT de Tether, avec environ 70 milliards de dollars d'actifs. Je vais faire très court car on en avait déjà pas mal parlé dans cette vidéo. La comptabilité de Tether, ses liens avec Bitfinex, ainsi que sa juridiction en Asie sont bien trop opaques pour que je m'y risque. C'est peut-être le premier stablecoin au monde et je peux en avoir sur de petits montants, notamment pour certains cas de finances décentralisées, mais au-delà de ça, je ne stocke quasiment rien en USDT. Donc passons rapidement au deuxième plus gros stablecoin de l'écosystème, l'USDC, avec 50 milliards de capitalisation. L'USDC est géré par le consortium Center, derrière lequel il y a Circle et Coinbase. Là, tout est beaucoup plus transparent, ce sont des entités régulées par l'administration américaine et les actifs soutenant l'USDC sont régulièrement audités par le fameux cabinet comptable Grant Thornton. Même si précisons quand même qu'il ne s'agit pas d'audit mais d'attestation, ce n'est pas tout à fait pareil, c'est un niveau en dessous au niveau garanti. Mais bon, à mon avis, ici c'est un détail et on peut être relativement confiant sur les réserves de Circle. Maintenant, le plus gros avantage avec l'USDC, c'est également avéré être son plus gros défaut, à savoir le poids de l'administration américaine dans sa gestion. Cette faiblesse s'est révélée avec le cas de l'affaire Tornado Cash il y a quelques semaines. Et pour finir, on a Tornado Cash. Tornado Cash qui fait son retour, mais pas sur pas le site internet, c'est le code de Tornado Cash qui fait son retour sur GitHub. Donc n'importe qui peut venir maintenant consulter le code de Tornado Cash, voir comment ça fonctionne. Et surtout, il n'y a pas de raison d'interdire ça, c'est juste une technologie en elle-même. C'est comme interdire le chiffrement, j'ai déjà parlé à de nombreuses fois de tout ça. Mais maintenant, honnêtement, j'ai hâte de voir comment ça va se passer parce qu'il y a vraiment un vide qui a été laissé par Tornado Cash. Et donc maintenant, il y a quelque chose qui va se passer, c'est sûr, au cours des prochains mois, des prochaines années. Il y a quelque chose qui va venir et qui va remplacer Tornado Cash. Pour l'instant, on ne sait pas réellement ce que c'est parce qu'il n'y a rien qui a la capacité et la volumétrie de tout ce qui est passé dans Tornado Cash. En réponse aux sanctions, Moscou ne livre plus de gaz aux pays considérés comme hostiles ou qui refusent de payer leurs factures en roubles. Ne vous inquiétez pas trop pour les comptes de la Russie, elle continue de faire des affaires. Le gaz de l'Europe part alimenter la Chine et l'Inde. Mais pour l'Allemagne, comme pour tous les pays dépendants qui s'en voient privés, c'est une catastrophe. L'hiver approche et il est quasiment impossible de s'approvisionner suffisamment auprès des autres fournisseurs pour que le système énergétique fonctionne correctement. Il ne tiendra pas. Uniper, le géant gazier allemand, est exsangue et vient d'être renfloué de 9 milliards d'euros par l'État. Pour pouvoir honorer tous ces contrats, il dépense des milliards sur les marchés en achetant du gaz et de l'électricité à des prix délirants. Il n'y a aucun dispositif pour plafonner les prix, pas de bouclier tarifaire comme en France, et les usagers sont frappés de plein fouet par la hausse. Leur pouvoir d'achat est déjà fortement grignoté par l'inflation et la colère gronde. Enfin, l'euro qui dégringole face au dollar n'incite pas à l'épargne financière. Il faut reconnaître que la manœuvre russe est bien menée et qu'elle tombe au plus mauvais moment. En coupant le gaz au pilier central de l'Union européenne, Moscou sait que c'est le continent entier qui peut basculer dans la récession en quelques semaines seulement. Alors, récapitulons. Industrie bloquée à cause des ruptures d'approvisionnement, perturbations en provenance de la Chine qui n'a pas fini de confiner, crise énergétique majeure qui s'annonce avec une inflation hors énergie déjà galopante, un euro faible et une BCE qui tarde à relever ses taux. Et l'Allemagne a-t-elle encore des solutions pour éviter le pire ? Pourra-t-elle seulement réformer son industrie ? Le DAX, l'indice phare de la bourse de Francfort, recule de 19,3% depuis le 1er janvier et les grands investisseurs étrangers se mettent à shorter les sociétés allemandes. Ray Dalio, le patron du fonds américain Bridgewater Associates, parie actuellement sur la baisse de Siemens et 27 autres sociétés européennes pour un montant global de plus de 10 milliards de dollars. Ce genre d'opération n'incite pas à la confiance. Ray est une vedette de Wall Street et il s'est rarement trompé. L'État allemand se débat avec un budget en déficit depuis 3 ans qu'il ne parvient pas à éponger. La balance commerciale est toujours restée positive jusqu'en mai dernier, où pour la première fois depuis la réunification, elle affiche un déficit d'environ 1 milliard d'euros, principalement dû à la forte hausse des prix de l'énergie. Un an plus tôt, cette même balance était positive de plus de 13 milliards d'euros.
Bon, d'accord, l'Allemagne ne pourra pas échapper à la récession. Elle ne trouvera pas le gaz qui lui manque en quantité suffisante ailleurs, pas aussi vite. Et l'hiver qui s'annonce sera probablement synonyme de coupure d'énergie, d'inconfort et de restrictions, mais aussi de recul de l'activité, de perte de compétitivité, de chômage et forcément de mouvements populaires. Il y a des emails dans lesquels la SEC avait dit à XRP non, vous n'êtes pas une securities et qui vont potentiellement ici être divulgués au niveau du juge et le juge est plus ou moins ici, en tout cas dans les papiers, n'a pas encore donné son accord. Tout ça va se faire plutôt vers la fin de l'année, mais en l'occurrence, ça serait plutôt ici favorable à XRP, d'où le fait que on va dire tous les XRP fans, etc. sont en ce moment positionnés énormément à l'achat. Est-ce que ça veut dire qu'on va péter cette trend ou pas? Pour le coup, je ne sais pas. Tout dépendra du juge, sincèrement. Mais on aura des nouvelles ici par rapport à tout ça un peu plus tard, à savoir qu'autour du 18 octobre, donc dans un mois, les parties vont donner ici, vont donner tous les matériaux, les briefs, etc. Toutes ces choses-là vont être à nouveau. Il va y avoir comme une sorte de contre-proposition, si vous voulez, par rapport à toutes les motions qui ont déjà été déposées aujourd'hui. Et en gros, dans la semaine du 18 au 24, on aura à nouveau un espèce de retour d'échange, un nouveau ping-pong entre la SEC et XRP. Globalement, ici, vous le voyez, autour du 22 décembre, on aura principalement toutes les infos et le juge devra plus ou moins trancher. Donc on peut ici espérer de la part de XRP une résolution d'ici la fin de l'année. Dans l'autre sens également, il y avait la possibilité, voilà, pour le juge de refuser ou d'adopter tout simplement toutes ces motions, et ça n'a pas vraiment été fait. Donc ceci est plutôt une très bonne nouvelle pour XRP, et on va dire que la défense de la SEC est en train de s'effriter plus ou moins. Pareil, donc on a des personnes qui sont de la CFTC, donc du bureau des commodités. L'autre bureau, on a deux bureaux ici pour tout ce qui est boursier, tout simplement aux États-Unis. Donc Commodity Futures Trading Commission. Et ici, le bureau des commodités est allé visiter, a fait une rencontre avec le CEO de XRP. Donc c'est relativement intéressant de voir également que finalement le CFTC commence à s'intéresser dans le cas où ce fameux procès serait plutôt mauvais, dans le sens où et pour moi ce procès a plombé réellement le fait que la SEC attaque directement au tribunal XRP et Ripple a vraiment plombé le dernier bull run parce que tout simplement on avait une espèce de d'épée de Damoclès, qui était celle de la régulation, qui s'est posé, une chape de plomb qui s'est posée sur ce bull run et qui l'a empêché de vraiment partir comme il aurait dû, tout simplement parce que les institutionnels, quand vous investissez l'argent d'autres personnes, ça n'est pas possible pour vous d'aller dans des choses qui sont trop incertaines. Et là, en l'occurrence, ça n'était pas possible pour les institutionnels d'aller à fond sur les altcoins et à fond sur toutes les altcoins en proof of stake, parce que c'était indécis tout simplement pour leurs clients. Plus proche de nous, la Société Générale, qui est pour moi la plus grosse banque crypto-friendly de France. Société Générale, de la même manière, va proposer, donc c'est vraiment des très très bonnes nouvelles qui s'annoncent dans ce contexte très très particulier. Ils vont proposer à travers leur filiale Société Générale Security Service du Bitcoin et de l'Ethereum à des gestionnaires d'actifs. Les gestionnaires d'actifs, derrière, ils vendent des fonds à des clients particuliers, entreprises. Et donc c'est encore une très très bonne nouvelle pour l'adoption. Donc voilà, sinon on a Jamie Dimon qui pour la 17e fois je crois critique les cryptos. Donc je sais même pas si ça vaut la peine de le relever. D'ailleurs, vous voyez, il y en a qui sont amusés à faire des graphiques avec le nombre de fois où il a dit que c'était pas bien. Donc en parallèle, il lance donc de JPMM Coin. Ils sont en train de créer des desks d'investissement dans les cryptos. Ils investissent beaucoup dans les infrastructures des cryptos, tout ce qui est dépositaire, market maker. Donc c'est assez intéressant. Puis bon, évidemment, il a retourné sa veste une dizaine de fois. Donc Jamie Dimon regrette calling Bitcoin a fraud. Et là, c'était Jamie Dimon a changé d'avis sur le Bitcoin et les autres cryptos. Il avait aussi annoncé à plusieurs reprises que le Bitcoin irait jusqu'à $1 million. Enfin, c'est une super girouette. Donc n'écoutez pas ce que ces gens disent. Alors, généralement, quand ils parlent mal du Bitcoin, c'est le moment d'acheter. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends.
Cardano vient de finalement voir le déploiement de sa mise à niveau Vacil dernièrement. Ils ont en fait implémenté leur hard fork avec succès et ce changement de protocole permet donc d'augmenter les capacités du réseau. Il permet un débit plus élevé et des coûts de transaction encore plus faibles. Et en plus, ce qui est encore plus important que ça, c'est simplement que ça améliore les fonctionnalités de smart contract qui était vraiment le point faible de Cardano. Donc peut-être qu'on va enfin pouvoir voir le protocole décoller prochainement et voir le projet... Enfin bon, on n'oublie pas qu'on est toujours dans un bear market, donc on s'emballe pas, on verra de toute façon pas à florilège de nouveaux projets arriver sur cette blockchain de sitôt, mais au moins maintenant, on est prêt pour les accueillir durant la prochaine phase haussière du marché lorsqu'on récupérera un peu d'élan. Peut-être que Cardano pourra enfin nous montrer de quoi il est capable lors du prochain cycle. Enfin, et ça c'est exceptionnel, c'est le côté centralisé de l'Ethereum, et je vous ai retrouvé un vieil article, ça fait un peu des frissons parce qu'il date de 22... En fait, il nous avait déjà prévenu Vitalik. Le 22 juin, Vitalik admet les risques de centralisation après la fusion, mais invite à ne pas catastrophiser la situation. Donc c'est assez drôle qu'il dit ça, parce qu'en général, quand on dit ça, les gens prennent peur avec ce genre d'annonce. Donc c'est assez intéressant, il explique que les événements provoqués par le risque de centralisation après la fusion, l'événement au cours de laquelle Mainnet fusionne avec le Proof of Stake, c'est important de ne pas trop catastrophiser. C'est bizarre, je sais pas si ça se dit catastropher, je sais pas. Mais de manière réaliste, le pire que vous puissiez faire, de faire en sorte que la finalité... Donc ce qui est incroyable avec cet article, c'est qu'il nous avait prévenu en fait, et il avait vu juste 64% des ETH stackés contrôlés par 5 géants de la crypto Ethereum face à la centralisation. On y est. C'est la réalité, je vais vous montrer. Voilà. 31% c'est Lido, US. Unlabel, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à tracer précisément. Coinbase, US. Kraken, ce sont des Anglais, mais beaucoup. Binance, on connaît tous. Stack. Bitcoin Suisse, Stackfish, Pool. Donc vous voyez qu'il y a un côté centralisé assez énorme. Ça veut dire tout ce qu'on reproche au projet Proof of Stake qu'on trouve légèrement centralisé, eh ben ça fait un frisson dans le dos quand même, parce qu'on se rend compte que les projets critiqués comme EGLD, comme Solana même, eh ben en fait ils sont finalement ils en sont arrivés pratiquement à la même chose, quoi. Donc ça par contre c'est un truc que vraiment j'ai du mal même à accepter, quoi, parce qu'on a l'impression de s'être fait berner. On se retrouve finalement avec un projet qui ressemble à beaucoup d'autres qui sont hyper critiqués par la communauté tech sur le côté légèrement centralisé, même des Tron, des delegated proof of stake où il y a 20 entreprises derrière, énormément de projets. Honnêtement, ça fait un petit frisson. Pour moi, c'est le pire, cet argument-là, parce qu'on a l'impression de s'être fait berner, tout simplement. Binance à faire de quoi? Binance est en train de conquérir le monde, ils sont où aujourd'hui dans leur road trip? Les mecs, ils ont pris une année sabbatique pour faire le tour du monde, ils sont où aujourd'hui? Ils sont Dubaï, là, ils sont bravo. On va faire une petite brève sur Dubaï. Ceux qui sont là-bas, les Français, bientôt vous allez pouvoir avoir des services financiers grâce à Binance, parce que Binance a eu un nouvel agrément. Binance qui va pouvoir proposer un compte bancaire pour pouvoir faire des échanges d'actifs, que ce soit euros, des devises différentes et aussi crypto. Binance qui a maintenant le but de concurrencer directement les banques sur leur territoire. Bravo. En fait, tu vois, c'est smart parce que je pense que Binance a compris que les États-Unis c'était un marché hyper compliqué. Du coup, ils s'attaquent à l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie. Ils ont des trucs avec l'Afrique, tu vois, avec le Wakanda truc. Comme le Wakanda Tour. Le Wakanda Tour. Voilà, le Wakanda Tour, on avait fait une vidéo là-dessus. Et c'est marrant qu'ils soient touchy sur les États-Unis. Enfin, les États-Unis, c'est plus concurrentiel, tu penses, que l'Europe? Je pense que... Alors, plus concurrentiel, et je pense que si jamais tu t'appelles Sam Bankman américain FTX... Oui, ils sont très protectionnistes. Ils vont mettre en avant les technologies américaines et les Américains en premier avant d'accueillir de nouvelles technologies étrangères. Bravo Binance, bravo Dubaï. Que finalement aujourd'hui on a parlé beaucoup des banques centrales, on a parlé beaucoup de ce qu'on est en train de faire pour lutter contre l'inflation, on a un petit peu oublié la crise énergétique, on a aussi un petit peu oublié l'Italie puisqu'il y a les élections italiennes ce week-end et donc il y a quand même pas mal de gens dans le marché aujourd'hui qui sont en train de se poser des questions. Que se passerait-il si l'extrême droite rentrait au pouvoir en Italie? Alors évidemment, on n'a pas besoin de ce genre de nouvelles, mais néanmoins, c'est quand même des choses qu'il faut garder dans un coin de nos têtes, parce que ça peut quand même déstabiliser le marché ces prochains temps. On surveillera également le marché immobilier. Ça fait un moment que je vous parle du marché immobilier, ça fait un moment que je vous dis qu'il faut faire attention, parce qu'on voit quand même que les taux hypothécaires sont en train de monter. On voit aussi que le marché immobilier dans sa globalité est en train de ralentir, je parle surtout aux États-Unis, et là, on commence à entendre à droite à gauche 2-3 experts
qui commence à dire que pour l'instant, il faut peut-être pas trop s'inquiéter de la thématique de la récession, puisque on connaît la mécanique de la Fed. La Fed va monter les taux violemment, freiner l'inflation. Dès qu'on sera en récession, elle va rebaisser les taux pour essayer d'équilibrer la chose. Ça risque d'être un peu volatile, mais on pense que la récession n'est pas le souci principal. Par contre, si le marché immobilier continue à se comporter de cette manière-là, il y a un risque potentiel. Hier, on a vu de nouveau cet effet mécanique sur le bois, et puisque quand vous avez les taux hypothécaires qui montent, le bois baisse parce qu'on se dit ralentissement de la construction, ralentissement des nouvelles demandes de maisons, et donc il y a quand même une crainte qui est en train de se passer là-dessus, et beaucoup de gens sont en train de mettre en avant le fait qu'on a un petit peu trop présenté l'Eldorado de l'immobilier ces dernières années et que c'était devenu un peu trop facile. Et quand on parle d'immobilier qui est devenu un peu trop facile, pour les plus vieux, on peut pas s'empêcher de penser à la crise des subprimes, puisqu'on nous disait que ça pouvait pas arriver, puisque de toute manière, l'immobilier c'était solide comme un roc. L'indice du dollar qui, lui, clairement, est en train de s'envoler. La zone des 110 points, on avait un petit espoir pour que ça serve de résistance, que ça serve de top local. Eh bien, non, vous voyez ici, on l'a enfoncé une fois de plus et on repart en découverte de prix. Donc, bon, tant que le dollar ne viendra pas faire de top, on aura du mal à poser normalement, hein, si on s'en fie à ce qui s'est passé précédemment, puisque à chaque fois que le dollar avait des tops hebdomadaires, que le dollar était en tendance baissière, on avait à l'inverse le Bitcoin qui était plus en tendance haussière. Donc tant qu'on n'a pas de structure qui se dessine sur l'indice du dollar, eh bien compliqué de voir le Bitcoin repartir beaucoup plus haut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau du VIX, indice de la volatilité de la peur baqué sur l'SP500. Donc le VIX il monte doucement, l'SP500 diminue. Bon, ce qu'on n'aimerait surtout pas voir sur l'SP500, c'est qu'il touche sa trendline inférieure qui est à peu près là, sachant que le Cracovie, le niveau, il est là, je te le mets ici, le Cracovie, le niveau est là, et là, c'est le avant Cracovie, voilà. Donc, certains pensent qu'on va aller à ce niveau-là, qui est le niveau, tout simplement, qui sont aussi la zone de rechargement long terme, entre, tu prends le bas du Covid et l'ATH ici, tu es là-dedans, donc ça ferait très mal, ça ferait une chute sur l'SP500 que le Bitcoin de la bourse de 35%, certains parleraient de crack, et donc ça ferait le Bitcoin qui va au 14 000, entre 14 et 12, voilà. Donc on ne sait pas trop, on fait attention. Le Bitcoin, lui, s'il décide de taper sa trendline baissière ici long terme, il irait, alors s'il décide de taper rapidement, ça serait les 10 000, 9 000 $, s'il prend son temps, ça peut être plus bas. Bon, je fais peur, mais on sait jamais, voilà, on sait jamais. Mais en tout cas, il faut avoir peur parce que tout ça, c'est pas très joli. Tout ça, c'est pas très joli. Bon. Le scénario, moi, que je vois arriver, c'est, comme tout le monde parle de récession en ce moment, comme le mood est quand même très négatif, la crise, elle arrive jamais quand tout le monde s'y attend. La crise, elle va pas... Par exemple, tout le monde attend ici, mais même sur l'indice américain, sur le Bitcoin, partout, hein. La crise, elle nous dit qu'on va avoir des pénuries de gaz, on va passer un hiver difficile, etc. C'est trop attendu. Quand c'est trop attendu, ça veut dire que potentiellement, tout le monde attend de racheter plus bas. Si tout le monde attend de racheter plus bas, le marché ne peut pas le faire. Moi, je pense qu'on va y aller plus bas. Mais quand il y aura des certitudes que la crise est derrière nous. Donc, c'est ce que je te défendais depuis le tout début. Rappelle-toi, quand j'analysais un peu ce pattern et tout, je te disais que c'était une réaccumulation. Une réaccumulation, c'est poum, 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 on vient chasser en dessous, on a un rebond, on vient peut-être mettre un spring, et ensuite on repart. Moi, je vois bien cette théorie-là maintenant sur BTC. Et ça se confirme. Pour moi, c'est trop attendu ici. Ce qu'on va avoir, on va avoir un rebond assez puissant qui va peut-être surprendre tout le monde, couper l'arbre sous le pied. Alors jusqu'à où? Est-ce qu'on va aller aux 30 000? Est-ce qu'on va aller ici? Est-ce qu'on va peut-être même aller prendre la liquidité au-dessus? Et quand tout le monde sera à nouveau bullish et qu'on dira ça y est, la crise est derrière nous, c'est terminé, on aura peut-être ce gros dead cat bounce, alors pas d'un coup, mais peut-être en cascade, comme ça, assez rapide, qui viendra effectivement combler ces derniers déséquilibres, ces derniers creux, et on viendra asseoir peut-être un gros bottom définitif ici, jusqu'au halving, ok, et on repartira, le halving est ici, on repartira tranquillement et on reconnaîtra un prix, voilà, et on aura un nouveau bull run. Donc attention, ce que je veux dire par là, c'est que celui qui maintenant attend ici parce qu'il est sûr qu'on va y aller, il prend le risque de devoir supporter un pump qui va être insupportable. Et t'étais dans le vrai en attendant le prix ici, mais t'étais pas dans le bon timing. Voilà. Je pense que c'est ce qui nous attend, c'est ma version des choses. Pour l'instant, ici, on a rattrapé, on a fait ce qu'on appelle une engulfing bar ici, on a absorbé la précédente. Pas tout à fait, mais bon, n'empêche qu'eux, ils sont bien coincés.
une fois de plus, et on a notre défenseur de la monthly, comme indiqué hier, qui fait le taf et qui va essayer de clôturer au-dessus des 20 000. Ça va être très important qu'il clôture au-dessus des 20 000 avant la fin du mois. S'il ne le fait pas, en général, ça veut dire que les carottes sont cuites. Ce serait une grosse indication que les carottes soient cuites. Donc voilà ici. On a une belle résilience du BTC. Clairement, le BTC hier a fait une très belle journée, alors que le Nasdaq a fait une journée très mauvaise. On a, somme toute, quelque chose qui structurellement est intéressant et qui est quand même différent de ce qu'on voit au niveau de la macroéconomie générale et qui montre aussi que le BTC a une forme de résilience, donc due à la décorrélation, ça je vous l'ai déjà expliqué. Et l'autre chose, c'est que ça, c'est la représentation du BTC. Ok, mais quand on regarde l'indice de la totalité des cryptos, on voit que c'est beaucoup plus résilient que ce qu'on pourrait escompter et qui est dû partiellement à tout l'engouement qui peut se faire sur le développement du Web3. Et il faut pas oublier que c'est pas parce que c'est un bear market financier que derrière la technologie n'est pas en train de se développer, n'est pas en train de s'améliorer, de construire. C'est dans ces périodes-là que les évolutions technologiques se font et qu'on prépare le prochain bull run. Voilà, c'est tout simplement, il faut être patient et là on voit quand même une forme de résilience. Donc pour ceux qui sont majoritairement baissiers, moi je me dis que là le BTC est quand même majoritairement plus résilient que d'habitude et que on est en train d'absorber une partie du choc financier qui est en train de se faire et c'est positif sur le long run. Est-ce qu'on va chuter si jamais on break très fort au niveau du Nasdaq et qu'on va chercher notamment, champ automatique, j'avais oublié, si on va chercher beaucoup plus bas et qu'on va chercher les 10 500, oui, le BTC va suivre, mais moindre, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les mêmes propensions de chute, c'est-à-dire que sur une chute effective qui se fera ici de 8 à 10%, peut-être le BTC chutera de 10, 15, 20% maximum, alors qu'avant il aurait fait moins 40, moins 50, moins 60. Là ça ne risque pas forcément d'être le cas, et c'est ce qui est bénéfique, et c'est ce qui est fort, et c'est ce qu'on est en train de voir, et c'est en tout cas moi ce qui renforce mon biais haussier. Alors Ethereum qui est bien en train de tenir son support pour l'instant du range précédent, ça c'est très très bien, franchement c'est très très bien. Pour l'instant ça tient, ok. Donc ça c'est plutôt encourageant. Et du coup ce que je vais ajouter c'est qu'on a une zone de combat. Ce qu'il faudrait pour confirmer en fait qu'on a une potentielle reprise depuis ce support, c'est pareil, c'est comme Bitcoin. Actuellement on est dans un range et je vais faire comme Bitcoin, je vais mettre les points bull et bear. Alors ici c'est le point bearish. Tac, ici c'est le point bullish. Si on clôture au-dessus, techniquement, on est sorti de cette zone de range, donc entre $1220 et $1412. Si on casse les 1412 au nord et qu'on s'installe vraiment au-dessus, il y a une possibilité de revenir au moins, au minimum, zone de rechargement de short du mouvement précédent, donc entre 1575 et 1675. Maintenant, on verra si c'est juste un nouveau sommet descendant pour continuer de chuter, ou s'il y a vraiment la possibilité après de consolider, d'accepter, de continuer de monter. Si c'est le cas, ça serait bullish. Ok, mais voyez, on a encore besoin de plus d'informations. En parlant de projets crypto qui lancent des produits pour le grand public, on a Zilliqa qui nous annonce une console de jeu. Et alors que le secteur du gaming crypto n'en est qu'à ses balbutiements, Zilliqa voit plus loin car ils viennent de présenter aujourd'hui le prototype de leur console, dont le but sera de démocratiser le Web3 et le gaming crypto, en rendant invisible la complexité du Web3 avec les wallets et la blockchain pour l'utilisateur final. Donc concrètement, la console va permettre un accès à l'ensemble des jeux vidéo de l'écosystème Zilliqa via un hub gaming dont le catalogue est appelé à grandir l'année prochaine, et les joueurs pourront ainsi profiter des jeux vidéo où ils pourront gagner des récompenses sous forme de crypto sans avoir à comprendre la complexité de la technologie sous-jacente. À savoir que cette console devrait également permettre une plus grande décentralisation de leur réseau car il intégrera un logiciel de minage pour sécuriser leur réseau et ainsi recevoir des récompenses des tokens ZIL. Mais je précise que le responsable de la section gaming de Zilliqa a déclaré que le but n'était pas de reproduire l'approche de Axie Infinity avec le Play to Earn et souhaite plutôt se diriger vers un modèle de Skill to Earn où l'expérience de jeu primera sur l'aspect récompense. Et pour ce qui est des détails techniques de la console, aucune information n'a été révélée, mais par contre on sait que le hub gaming sera testé par des utilisateurs sélectionnés à partir de octobre et dès le premier trimestre 2023, les préventes commenceront avec une sortie qui arrivera au début de l'année. Donc au final, alors qu'il y a quelques mois on apprenait que Solana travaillait sur son propre smartphone optimisé pour les cryptos, on voit que les acteurs du secteur se penchent de plus en plus sur la production de hardware. Reste maintenant à savoir si l'adoption du grand public suivra.
Comme vous le savez, les NFT vont commencer à envahir nos vies au quotidien. En fait, ça a déjà commencé dans le bull run qu'on a connu en 2021 et en début d'année 2022. Des collections sorties totalement de nulle part ont vu le jour et sont devenues de véritables machines à cash en quelques semaines. Cependant, comme vous devez le savoir, la majorité de ces collections ne vont jamais décoller, vont partir avec l'argent ou vont finir à zéro par manque de moyens ou mauvaise exécution. Personnellement, je dirais à peu près 99,9% de toutes les collections existantes. Et forcément, du coup, il y a les 0,1% restants qui correspondent aux projets sérieux, qui veulent innover, qui veulent impacter, qui veulent créer de la valeur sur son marché et qui vont devenir les leaders. On peut parler par exemple aujourd'hui de CryptoPunks ou de Bored Ape Yacht Club qui ont changé le game et avancent à une vitesse phénoménale. Du coup, évidemment, un petit peu comme quand on investit sur une startup à ses débuts, il y a des gens qui vont essayer de deviner quelles sont les collections qui vont exploser dans le futur. Et malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, il est impossible de prédire l'avenir. Du coup, il y a beaucoup de gens qui font énormément de conneries et qui achètent n'importe quoi. Et là, on a un jeu qui lève 15,5 millions pour jouer aux échecs avec des NFT. Bah pas mal, pas mal ça. Donc ça progresse. Qui ne va pas rentrer dans les NFT, encore une fois, on en a parlé X fois, qui ne va pas rentrer dans les NFT? Je finis mon café, mes amis. Tout le monde veut mettre sa place, tout le monde a compris qu'il y avait un petit truc à faire là-dessus. Développé par des Français, ce jeu d'échecs est basé sur la blockchain et mise sur un mode de play to earn. Des pièces de jeu sont accessibles sous forme de NFT que les joueurs peuvent ensuite acheter et revendre. On l'a compris, tout ça, d'accord. Donc si vous ne connaissez pas ce jeu-là, vous y allez si vous êtes joueur, si vous n'êtes pas joueur. Moi, je ne suis pas joueur, sincèrement, mais je m'intéresse énormément, je vais tout voir, j'essaie de comprendre tout ça, j'essaie de tout voir, un maximum de choses. Pour les NFT, ça m'intéresse. Pour le jeu en direct lui-même, bon, c'est autre chose parce que vraiment, je vous dis, moi, je suis pas joueur, je fais partie des gens qui se disent, je veux pas passer tout mon temps à jouer, quoi. C'est surtout ça, parce que si je commence, je sais que je vais être joueur. C'est fabuleux maintenant, par rapport à il y a des années en arrière, où ce qu'on voyait sur les jeux et tout ça, où sincèrement, ça avait pas trop d'intérêt. Maintenant, je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça assez fabuleux, Et le peu que je regarde comme ça et tout, techniquement, ça s'améliore de plus en plus. En plus, on va aller vers des progrès vachement importants. Et alors, le seul danger que je dirais, c'est que maintenant, comme on a ce système de jeu qui est payant, quoi, donc plein de gens rentrent dessus pour aussi faire un commerce et faire de l'argent. Bon, ça peut devenir peut-être un peu dangereux, moi, je pense toujours aux jeunes quand c'est comme ça, et je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas, mais le souci, quand vous passez toute votre vie à jouer, même si vous êtes un peu rémunéré, vous oubliez tout le reste de ce qui se passe à côté. Il y a des études qu'il faut faire, etc., qui vont vous aider un jour dans votre vie pour plein de choses. Donc voilà, je pense toujours à ça et je me dis, il y a peut-être un blocage de ce côté-là, il y a peut-être un danger pour certaines personnes en tout cas. Mais c'est fabuleux, je suis pas en train de casser ça, je dénigre pas, j'essaye de voir évidemment qu'il y a quand même peut-être des risques un petit peu à droite à gauche. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.